Fans de canard, bonjour. Comme prévu, une petite vidéo bonbon de l'été. Je vous propose qu'on revienne un petit peu sur les variantes et les couvertures rares de la jeunesse de Picsou dessinée par notre cher Don Rosa. Parce que s'il a fait une couverture entre guillemets officielle pour chaque épisode, vous doutez bien que suivant les médias, les années et les périodiques, il a fait certaines variations à la demande. Du coup, je vous propose qu'on revienne dessus ensemble et qu'ensuite on voit la version de Marco Rota, un autre dessinateur que j'aime bien et qui lui aussi a été plutôt prolifique sur le sujet. Il a couvert tous les épisodes. Ça, c'est un dessin qui provient d'un périodique norvégien juste après en fait la sortie du premier épisode de la jeunesse de Picsou. Je ne sais pas si là il souhaitait représenter le fameux coffre, mais en tout cas si c'est le cas, il avait vraiment une architecture différente de celui que l'on connaît actuellement. On peut voir la date, 1992, c'est effectivement le moment où est paru le premier épisode. Là, je pense que nous sommes en Allemagne, Oncle Dagobert, on a vu ça d'ailleurs dans Les Ducks en Allemagne. C'est la partie 2, mais ce qui est assez étrange, parce que pour moi c'est celle au Mississippi. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont numéroté de cette manière. On peut voir que ça reprend fidèlement la trame que l'on a déjà vue d'ailleurs sur Twitch ensemble. Si jamais les clips vidéo sont encore disponibles, donc si vous voulez les revoir, c'est sans problème. Celle-ci, je la trouve particulièrement jolie, parce que du coup, c'est vrai que lorsqu'il est au Transvaal, donc en Afrique, et qu'il rencontre pour la première fois Gripsou, il y a un accent donc, qui est fait sur la faune et flore locale, et c'est vrai que les animaux ont un rôle assez important dans cette histoire, notamment les lions. Et donc celle-là, je l'avais vraiment toujours trouvée assez cool. En plus, un Picsou qui a fait un lasso avec de la liane et tout. J'aime bien l'ambiance qui s'en dégage. Donc ce dernier, c'est pour illustrer une histoire de Barks, et non pas celle de Don Rosa, et donc la première apparition d'un méchant que j'aime particulièrement, Swampy Slick, celui qui détient la ville de Dunson dans le Yukon, et qui est donc un des ennemis de Picsou durant la jeunesse. On peut voir donc la date particulière où Picsou met fin aux agissements de Swampy Slick dans la ville, et qu'il décide de partir notamment pour le Calisota aux États-Unis. J'aime beaucoup la colorimétrie qui est faite avec cette opposition entre le ciel orangé, jaunâtre, caractéristique des pays du Grand Nord en été, et bien sûr la banquise, les flots bleus glacés, qui sont aussi assez représentatifs de ces pays. Une autre planche qui a été réalisée pour les 50 ans de Picsou, même si pour nous cela correspond à 1997, vu que la naissance du personnage s'est faite au 19e siècle, il faut forcément l'adapter, et bon, ça tombe pendant la Première Guerre mondiale, ça c'est pas le plus drôle. En plus, il est accompagné de ses sœurs, alors que normalement, à cette période de sa vie, ça n'est pas le cas. On passe aux couvertures de Marco Rota, qui est donc un très grand dessinateur italien, et il y en a beaucoup, que ce soit scénariste ou dessinateur, mais lui a vraiment un style que j'apprécie particulièrement, on en a déjà parlé sur la chaîne, et il a fait donc sa propre version des cadres de la jeunesse de Picsou et des portraits. Et je pense que ça peut valoir le coup de les revoir ensemble et de les commenter. Surtout qu'ils sont assez différents de ceux de Don Rosa. Alors ce qu'on peut déjà tout de suite voir, c'est que je trouve qu'il y a un souffle Disney-esque qui se fait plus ressentir par rapport à Don Rosa. Dans le sens où si on montre à quelqu'un ce type de dessin, il va reconnaître la patte Disney, si je puis dire. C'est pas forcément le choix de couleur, mais c'est surtout cette rondeur dans le dessin, le fait d'avoir moins de détails, mais plus de texture qu'un Don Rosa. Aussi même la tête du Rapitou, on peut le voir tout de suite que c'est pas ce qu'aurait fait Don Rosa, mais ça a le mérite d'exister aussi, et je trouve que ça raconte sa colorimétrie est peut-être plus jolie. Une chose qui est assez drôle, c'est qu'on peut remarquer que l'âge de Picsou ne correspond pas du tout en fait à la trame scénaristique de l'histoire. Après, c'est vrai qu'il y a une autre course qui est faite sur le Mississippi quand Picsou est plus âgé. C'est une histoire qui existe. C'est peut-être une mention à cette dernière, mais j'avoue ne pas être sûr sur ce coup. C'est l'histoire à laquelle on s'est arrêté pour le moment sur Twitch, donc la numéro 5, et le premier retour de Picsou donc dans le château natal, qui d'ailleurs a pu être récupéré par la famille, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il est parti. Et c'est grâce notamment à son apport régulier en argent que ça a été rendu possible pour la famille. C'est pas mal du tout parce qu'on a une référence directe aux aïeuls qui est faite avec la foudre, qui est un des éléments majeurs de cette histoire et qui permet justement cette rencontre. Et donc c'est pas mal de jouer avec ces formes d'ectoplasme et avec la dynastie et la généalogie des McDuck. Il y en a beaucoup dont on fait mention et qui apparaissent dans d'autres épisodes, donc là c'est assez ludique de les rencontrer pour la première fois en tant que personnages doués de parole qui peuvent interagir avec leurs descendants. Dans un style beaucoup moins grandiose, on a cette dernière qui vient illustrer
l'histoire Le Rêveur du Never Never, qui se déroule en Australie. Il est logique de mettre l'accent sur les peintures et fresques murales donc faites par les aborigènes du pays, surtout que c'est une histoire qui va influencer entre guillemets Picsou. Sa destination suivante va être dictée par l'interprétation qui est faite des dessins et même d'une partie de son avenir. Alors ça peut être une simple coïncidence parce qu'au final c'est tout l'intérêt d'un réseau symbolique, c'est que suivant notre vision on peut en faire une lecture qui nous correspond et qui nous permet de méditer ou de réfléchir, c'est le cas notamment aussi pour le tarot, et c'est exactement ce qui va arriver lorsque Picsou se fait conter son histoire par un local. Par contre, si j'ai peut-être un petit défaut à mentionner, c'est qu'on est dans un cadre très resserré par rapport aux autres qui étaient beaucoup plus larges et qui le mettaient à l'extérieur. Là, on est dans une caverne, donc forcément, on a cette impression de claustrophobie qui n'est peut-être pas la plus avantageuse pour un dessin de couverture. On peut voir que Marco Rota, il aime bien travailler en plein pied, c'est-à-dire il va représenter l'intégralité du corps de Picsou, mais souvent sans qu'on puisse voir vraiment les étendues autour de lui. Il va pas utiliser non plus des plans larges. C'est le moment où donc on rencontre des personnages hauts en couleur, comme soit Paisley, lorsqu'il y a une version plus jeune bien sûr de Dernier Raid pour Danson, mais aussi bien évidemment Goldie. C'est aussi le moment où Balthazar Picsou il parvient enfin à officialiser son gisement et à obtenir donc un contrat qu'il va malencontreusement avoir du mal à récupérer par la suite. La tenue bien sûr légendaire de cette époque qui rappelle la redingote parce qu'on a toujours ce rouge, mais les guêtres sont encore que des lanières pour survivre au froid et éviter les engelures. Peut-être cette fumée qui n'est pas très inspirée autour. Je trouve que ça dénote un peu dans l'image. Peut-être la colorimétrie qui n'est pas parfaite pour cette dernière. Là aussi, celle-ci, donc pour le chapitre 11, est très intéressante parce qu'on ne fait pas une mention directe à l'histoire de Don Rosa, mais plutôt à celle qui a inspiré le Don pour l'écrire. Parce qu'effectivement, lorsque Donald et Picsou reviennent sur les terres de ce village, eh bien, le sorcier va se rappeler de Picsou, mais bien sûr de ce à quoi il ressemblait quand il était plus jeune, et donc il va confondre Donald et Picsou. Et c'est notamment là où apparaît Bombi le zombie, qui d'ailleurs a posé des problèmes à Disney dernièrement à tel point qu'ils ont dû retirer les histoires, ce qui est pour moi un scandale, mais bon, c'est une autre question. Et donc Marco Rota décide de faire référence à cette dernière dans l'esprit du lecteur plutôt que de donner une couverture propre à l'histoire de Don Rosa. Mine de rien, c'est un récit qui est assez terrifiant pour les enfants, notamment parce qu'il traite du vaudou, de la magie, donc c'est vrai que je me souviens que ça m'avait assez marqué quand j'étais plus jeune. En tout cas, celle-ci est très jolie, il n'y a absolument rien à dire. Couverture pour illustrer l'épisode final, qui est vraiment une masterclass que j'adore absolument. J'ai hâte que l'on puisse en parler, que ce soit sur Twitch ou YouTube, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce dernier. Et il est vraiment épique aussi. Et donc, bien sûr, on fait référence aux souvenirs et à une vie qui s'est écoulée, riche en aventures et en émotions. Ce que les gens donc, ne comprennent pas forcément lorsqu'ils voient juste ce tas de pièces agglomérées dans ce coffre gigantesque, mais sans en voir la véritable signification. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a le cadre de lui quand il est jeune, et alors qu'ils auraient pu aussi le reproduire comme un espèce d'avatar, là, comme ils ont fait pour les autres épisodes. Je sais pas pourquoi, honnêtement, c'est un choix particulier. Mais là aussi, c'est sublime, hein, pour le coup. Et, vous voyez, on n'a pas la redingote encore rouge, mais plutôt cette espèce de robe de chambre qu'il a effectivement au début de l'histoire et qu'il va ensuite troquer pour son habit traditionnel. Ça aussi, c'est un chapitre assez particulier, mais il était nécessaire car durant la jeunesse de Picsou, on n'a aucune apparition du second ennemi, si l'on peut dire, voire de la vie de Picsou, c'est Mystique, qui court quand même après le sous-fétiche depuis des années, et Don Rosa a trouvé une façon très ingénieuse de la lier à l'histoire, et en plus de la rendre responsable de ce que va devenir Picsou, et ça c'est assez génial. Pareil, j'ai très hâte que l'on puisse aborder le sujet, parce que c'est une des premières histoires que j'ai lues de Donald et Picsou, et quelle histoire, elle est vraiment, vraiment très bien. Donc, sur cette dernière, on fait bien sûr référence aux attributs des sorciers et sorcières, que ce soit donc les chauves-souris, cette coiffure noire de jet, la fameuse cabane perchée au sommet du Vésuve, ce qui est quand même aussi une idée de génie de la part de Barks. C'est un lieu vraiment qu'il est difficile d'oublier et qui est assez emblématique de la fameuse sorcière. On peut voir que là il n'a pas la redingote rouge mais l'ensemble bleu et rouge, ça dépend des histoires, les deux peuvent être utilisés. Une illustration pour l'histoire Dernier Traîneau pour Danson qui nous fait revenir donc sur les pas du passé de Picsou et dans cette ville emblématique où il est véritablement devenu riche. Donc là on fait référence à la course de traîneau qui va avoir lieu, à l'iceberg qui va être assez central à l'histoire, le bateau flottant, ou je devrais dire le casino de Swampy Slick, qui ne se débarrasse pas de ses bonnes vieilles habitudes, et bien entendu Goldie, qui joue
un rôle central, et qui a elle aussi vieilli, mais les deux là ont encore des choses à se dire et ne se sont pas oubliés mutuellement. Et là, vous voyez, je trouve, dès qu'on met Picsou dans un environnement plus vaste, donc là c'est quand même un des paysages naturels des États-Unis assez caractéristiques, où on a des montagnes, où on voit vraiment la ville qui est minuscule par rapport à la nature, bah tout de suite ça en jette un peu plus. Donc c'est vrai que j'ai une préférence pour celle-ci par exemple, plutôt que d'autres qui sont plus resserrées. Encore que là, avec le coffre et la cabane qui les opposent et tout, ça marche encore bien, mais c'est vrai que si on remonte au début, celles-ci, je les trouve peut-être un peu moins inspirées. Même si j'aimerais bien les avoir quand même, hein, mais bon. On a une illustration assez classique où en fait c'est juste l'opposition de Picsou avec les MacViper, si je me trompe pas. Bon voilà, une petite bataille sur un cheval, on a un petit côté Red Dead Redemption, donc ça aussi c'est pas pour me déplaire. Mais bon, enfin voilà, l'arrière-plan, il n'y a rien de bien magnifique, hein, voilà, on est revenu au classique du western, les petits cactus, les vautours, bon, ça fonctionne bien. Picsou toujours en rouge, hein, vous voyez. On l'oppose encore une fois au cowboy plutôt en jaune. Le cheval, bon, il est un peu musculeux, hein, mais cheval aux OGM. Ah, quelle histoire, quelle histoire. Les deux cœurs du Yukon, peut-être une des histoires préférées de Don Rosa, selon lui. Et c'est vrai qu'au niveau de la relation Picsou-Goldie, je la mets à égalité avec la prisonnière de la vallée de l'Agonie Blanche, et c'est effectivement là où elle est le plus approfondie. Encore une fois, on a toute cette opposition entre le saloon en feu, où Picsou va tenter de sauver Goldie, et toutes les actions qui se passent dans le froid glacial du Yukon. Dans cette histoire, on a aussi une famine qui sévit dans la ville, à tel point que les habitants en sont venus à manger leurs propres chaussures, comme dans Charlie Chaplin et la ruée vers l'or, qui est d'ailleurs un événement historique réel, hein, ça sort pas de nulle part, que ce soit dans le film ou dans l'histoire. Et c'est vrai que celui qui est chargé de faire la livraison de nourriture, eh ben, il a cette imagerie du Père Noël, alors que c'est pas du tout lui. Hein. Mais c'est plutôt un clin d'œil assez drôle utilisé par Don Rosa. Et vraiment toujours, même rien qu'avec la posture, on peut voir que c'est ambigu entre les deux. Elle qui est fière, qui le toise du regard. Lui qui est inquiet et qui a quand même ce feu dans les yeux qui le pousse à agir pour l'aider. Alors je ne le savais pas, mais Don Rosa, il avait vraiment envie de faire une seconde histoire avec le président américain Theodore Roosevelt. Donc c'est ce qu'il va faire notamment avec ce récit qui se passe au Panama. Alors je trouve l'idée géniale parce que c'est un pan de l'histoire des États-Unis qui est très peu connu en France et qui a pourtant eu des répercussions sur le commerce mondial. Donc ce n'est pas rien. Il y a des personnages assez hauts en couleur, que ce soit donc ce général qui est bien sûr pour l'indépendance de son pays, qui est bien sûr pour l'indépendance de son pays et qui ne veut pas que les Américains mettent leur nez dans leurs affaires. Toute cette légende autour de la colline d'or qui a été d'abord achetée par les Anglais, puis par les Français. Ils ont cherché pendant des années, ils n'ont pas trouvé. Et eux, bien sûr, ils parviennent à mettre la main dessus. Ensuite, la dispute qui va se dérouler entre les deux protagonistes principaux et qui va donner lieu à un combat épique alors que la gravité elle-même va s'en mêler. Ah, je me rappelle, c'est vraiment quelque chose. L'auteur fait même mention d'une boisson qui donnerait, pas des rêves, mais qui est presque une drogue hallucinatoire, et on pourrait penser à l'ayahuasca qui viendrait donc d'Amérique du Sud. Il y a une petite tête de hippie quand même qui dit hey, « viens boire un coup à la maison, ça va pas bien se passer. Hein. » Et le rêve d'une vie, donc qui n'est pas à proprement parler un épisode de la jeunesse, mais qui nous permet de revoyager à travers l'ensemble et en rallongeant une certaine scène des deux cœurs du Yukon que tout le monde souhaitait voir, on va pas se mentir. Là, vous voyez par exemple, l'habit de Picsou est vraiment différent, c'est pas la version rouge, donc ça dépend vraiment des éditions et de la colorimétrie qui a été faite à l'époque. Mais en tout cas, c'est pas mal pour illustrer l'histoire parce qu'on voit qu'on fait référence à plusieurs Picsou, les Raptous sont bien évidemment présents, on laisse le centre à cette passion dévorante représentée par les flammes, très rouge, très caliente. Dernière couverture de la jeunesse de Picsou par Marco Rota, et de la dernière histoire de Don Rosa par la même occasion, la fameuse La prisonnière de la vallée de l'Agonie Blanche. J'adore cette histoire, je la trouve vraiment presque parfaite. Le moment aussi, un des moments que tout le monde voulait voir à l'écran, ce bisou entre les deux, qui scelle donc un amour éternel, si je puis dire. Goldie d'ailleurs qui ne sera pas intimidé par cet animal gigantesque venu d'un autre temps et qui n'hésite pas à passer, tout comme Picsou l'a fait. Elle est du même bois que lui, c'est pour ça On peut passer maintenant au buste de Marco Rota parce que chaque histoire de la jeunesse de Picsou a été illustrée par un espèce de petit buste fait par Don Rosa. Et lui, il a décidé de faire sa propre version. Et là, pour le coup, il y a ce côté peinture à l'huile qui en font de vrais chefs-d'œuvre. Là, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. J'adore. Il fait aussi référence d'ailleurs à certains de ses aïeux. Voilà, mais là, vraiment, c'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Avec la colorimétrie pour les petites pépites d'or et tout. Avec les petits lieux caractéristiques derrière. Ah non, franchement, ça,
pouvais les avoir, je ferais péter la carte, croyez-moi. Si les personnages féminins qui ne sont pas oubliés, plusieurs versions de Goldie, un peu plus âgées, jeunes. Bon, ça par contre, je trouve ça un peu chelou. Même Mystique, hein, regardez-moi ça, dans le Glasgow du 19e siècle, enfin de la fin du 19e siècle, magnifique, non? Quelques figures connues aussi de l'histoire, la prisonnière de Vallée de l'Agonie Blanche, le juge, Buffalo Bill, le colonel, ça en jette, ça en jette. Et on termine par des couvertures particulières, donc cette fois-ci qui ne sont pas du fait de Don Rosa ou de Marco Rota, mais qui ont été aussi utilisées lors de la publication. Et honnêtement, avec assez de talent, hein, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas mal de voir dans l'ombre tous les ennemis du Klondike, Goldie qui pense quand même à l'argent aussi, Picsou qui ouvre les portes du saloon qui va pas se laisser faire. Là honnêtement, on dirait pratiquement du Don Rosa, avec donc l'histoire qui est la numéro 3 qui se déroule au Far West. Il va donner une bonne dérouillée aux frères. Ils font référence à l'installation lorsqu'ils s'installent à Fort Donaldville, donc au Calisota. Effectivement, les Raptous essayent de voler les tonneaux, qui sont pour l'instant les 8 tonneaux qui représentent l'intégralité de sa fortune. Par contre, s'ils mettent Buffalo Bill, je suis pas sûr qu'il apparaît dedans. Hein. Roosevelt, oui, mais Buffalo Bill, je crois pas. Donc là, c'est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Celle-là, honnêtement, je vois pas trop ce qu'elle a à faire là. Bon, l'illustration est jolie, hein, mais bon, je sais pas si ça peut être comparé aux 3 autres. Le numéro 1, qui a tendance à être un petit peu oublié parce que peut-être moins épique, hein, il faut quand même le reconnaître. Là, j'ai un peu plus de mal parce que c'est un Picsou avec déjà des lorgnons plus vieux. Alors, je veux bien qu'il soit abîmé les yeux durant les aventures. Il est au fait de sa puissance, si je puis dire. C'est le Picsou ultra instinct, quoi. Vous pouvez pas me le représenter en position de faiblesse. Voilà, c'est mieux déjà à côté. Même si là, du coup, c'est pas logique non plus. Parce que c'est bien la course de traîneau contre Swampy Slick. Et là, par contre, il est âgé. Enfin bref, ils auraient bien inversé, hein. Ouais, celle-ci, très proche de Rota, mais cette fois-ci, on illustre l'histoire originelle et pas donc celle avec Donald. Bon, la masterclass de l'homme le plus riche du monde. On peut voir d'ailleurs le signe du coffre qui change suivant les monnaies. Dernière aide pour Danson. Donc là, j'imagine que c'est peut-être, ouais, ça doit être l'histoire de Barks. Dernière aide pour Danson. Le protecteur de Pigeon Bluff, toujours pas très inspiré, je trouve. Alors que vous voyez comme elles sont plus jolies à côté, je sais pas, ça en jette beaucoup plus. Bon, celle-ci, c'est surtout quand on sait le contexte de l'histoire qu'elle prend tout son sens. Et celle pour Panama, c'est une réussite, hein, franchement, avec les 2 sœurs et tout, qui sont encore là à ce moment, qui n'ont pas encore tourné le dos. À raison, hein, on va pas se mentir. Et aussi tout le mysticisme qui est issu de ces pays d'Amérique du Sud, hein, qu'on peut voir dans les films, dans les séries. Ah, j'adore cette histoire. Et là, un Picsou plus âgé, hein, déjà un peu plus assagi, si je puis dire. Et voilà, donc on terminera sur ces dernières. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao!